oui. On cherche toujours des personnes, qui ont des idées de présentation. Donc, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur dans votre pratique, vous pouvez nous contacter. Ce sera avec plaisir de vous donner la parole. On fonctionne de manière bénévole, mais si jamais vous avez apprécié des vidéos ou que vous êtes content d'être là ce soir, contente pardon d'être là ce soir, vous pouvez nous donner quelques pièces, comme on dit, parce qu'on a des divers abonnements à régler tous les mois. Et puis ce soir, on accueille Julie qui va nous parler plus précisément de chatbot. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat, on les posera en fin de session. Voilà, bonne écoute à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je veux juste checker. C'est OK pour tout le monde? Top. Alors, j'ai préparé une petite presse pour pouvoir illustrer et bon, je vais commencer avec les excuses. J'aurais aimé tout mettre, mais j'ai essayé d'aborder le sujet d'une façon la plus large possible. Et je prévois du temps à la fin pour qu'on puisse évoquer les questions ensemble. Bon, je commence. Attendez, une petite seconde. Alors, ce que j'ai prévu, c'est une petite introduction. Quelques fondamentaux du design conversationnel. Ensuite, en point numéro 3, je vais vous parler du contexte de la mission pour laquelle j'ai travaillé sur ce sujet. Et je vais présenter Jingo, qui est le chatbot pour lequel j'ai travaillé, mais pas toute seule, mais ça, j'en parlerai à la fin avec des remerciements, parce qu'il y a quelques UX writers qui sont là, comme Camille, par exemple. Je te salue, Camille. En point numéro 4, pourquoi une touche humaine? En point numéro 5, quelques différentes étapes par lesquelles je suis passée pour aboutir à cette réflexion. Je me suis appuyée sur un test de personnalité qui s'appelle le profil MBTI. Et ensuite, j'ai voulu ouvrir quelques perspectives pour essayer d'amener le sujet un peu plus loin. Du coup, moi, je suis UX Writer en freelance. J'ai eu la chance de travailler pour de belles missions pour Disneyland Paris, Orange, FDJ, Manutence et Discount. Je viens du copywriting et du SEO, où j'ai pu, à l'inverse de ce que je fais aujourd'hui, aligner des kilomètres de mots pour écrire des articles sur la cybersécurité, le voyage, le futur du travail, etc. et les sports de glisse. Je suis en train de travailler sur un collectif qui s'appelle le collectif Meraki. J'en suis au début des réflexions, mais l'objectif, c'est d'imaginer les outils de demain pour améliorer, je vois qu'il y a une coquille, pardon, la vie des UX writers. Je serais ravie d'en discuter avec ceux que ça intéresse. Et à côté, je suis passionnée de surf et de musique, et du coup, je suis basée à Biarritz, là où il y a des vagues, et avec notre groupe de musique, on donne quelques concerts par an. Les questions que je me pose en ce moment sont très basées sur le content system. Par recommencer, est-ce qu'il est forcément systématique? Comment est-ce qu'on peut le réussir? Pour quelle organisation? Philosophiquement, je me demande comment est-ce que nous, en tant que UX writer, on peut responsabiliser sur le fait que les mots peuvent créer de la magie ou bien tordre des âmes. Sur les outils de demain et liés au collectif, du coup, comment est-ce qu'on peut améliorer le quotidien des UX writers? Par quoi commencer? Et aussi, quelle est notre responsabilité éthique entre l'atteinte de nos objectifs et la transparence, le confidentiel et bien sûr la distance
drastiques qu'on doit prendre avec la manipulation en étant des bons UX writers, entre guillemets. Une définition issue de cet ouvrage qui est un ouvrage de référence en français sur le design conversationnel, sur lequel je me suis beaucoup appuyée pour travailler sur ce sujet. C'est un ouvrage qui a été rédigé par Mikey Coppens, et du coup, la définition, elle vient de cet ouvrage. Le conversationnel pourrait être considéré comme un style d'écriture plus généralisé. Vu ainsi, l'écriture conversationnelle serait l'art et la manière d'écrire du contenu comme s'il s'agissait d'une conversation, rendant le tout plus humain et moins froid. Une fois qu'on a rappelé cette définition, j'ai choisi de vous parler de 3 fondamentaux que j'ai appris au sein de cette mission. C'est que le design conversationnel, donc, qui sert à imaginer des parcours, qu'il s'agisse de chatbot ou qu'il s'agisse de callbot. Donc, quand vous appelez une ligne téléphonique, qu'on vous guide en vous demandant de taper sur 1 ou sur 2, en fait, vous appuyez sur des parcours qui ont été conçus par des designers conversationnels. Et avant de se lancer dans la conception de ces parcours, moi, je pense qu'il faut passer du temps à comprendre les enjeux et le périmètre de l'IA qui va supporter le bot, qu'il s'agisse d'un chatbot ou d'un callbot. Il faut se poser des questions. Cette IA, elle a été créée pour quoi? Quelles fonctionnalités elle met en avant? De quoi elle est capable? Comment est-ce qu'elle aide l'utilisateur? Ça va vous permettre de comprendre en fait l'essence même de la technologie qui va supporter les parcours que vous allez créer en tant que designer conversationnel. Ensuite, ce que vous faites, donc tout ce que vous allez appréhender comme question en design conversationnel, ça doit forcément être donc aligné avec ce que l'IA, ce que le bot, ce que la technologie peut permettre. Et du coup, il faut toujours concevoir des parcours en se posant la question, en faisant attention à ne pas survendre en fait ce que votre technologie est capable de faire, au risque de ne pas décevoir en fait l'utilisateur. C'est pour ça que la touche humaine, on va l'aborder un peu plus tard, est délicate à aborder. Mais il faut aussi veiller à refléter de l'assurance dans les wordings que vous allez rédiger pour vos parcours. En effet, la technologie sur laquelle va reposer vos parcours en design conversationnel, il y a de l'intelligence derrière, il y a souvent, voire toujours des data scientists qui travaillent dessus, il y a des designers, il y a plein de gens très talentueux, compétents qui travaillent là-dessus. Il faut tout le temps s'en souvenir pour que justement vos wordings puissent refléter une certaine affirmation et une certaine assurance dans ce que vous proposez à vos utilisateurs. Il y a des outils qui existent pour vous aider à concevoir ces parcours. Je ne les connais pas tous. Pour cette mission, moi, j'ai utilisé VoiceFlow, qui ressemble en fait à un outil d'arbre de décision où vous pouvez, à partir d'un point de départ start, imaginer plusieurs branches et guider du coup l'utilisateur en fonction de ce qu'il aura répondu comme interaction. Ce qu'il faut savoir sur les bots, ce que j'avais envie d'évoquer, c'est que j'ai souvent vu en tant que UX writer au sein de parcours conversationnels et en faisant des tas et des tas de benchmarks, j'ai souvent vu des wordings comme « il semblerait que ». Or, moi, mon opinion, c'est que et surtout certaines pratiques issues de l'état de l'art du design conversationnel, c'est qu'il faut vraiment être assez direct et clair. J'ai tendance à recommander
d'être clair à l'utilisateur et d'opter pour je ne comprends pas votre question. Après, il y a justement une IA qui fait de la désambiguisation qui est censée prendre le relais. Mais juste ce que je voulais soulever, c'est faire attention à ces figures de style qu'on a pu voir pas mal au sein de chatbots ou même de messages d'erreur. Voilà, je voulais l'évoquer. Ensuite, la désambiguisation, c'est quelque chose qui peut être amélioré au sein du design conversationnel et à travers de l'amélioration continue avec des analyses de parcours et de conversation. Je vous en parle un petit peu après. Et aussi, il y a un sujet sur lequel moi j'ai travaillé, c'est le clustering. C'est des regroupements de conversations et de regroupements de comportements d'utilisateurs pour y apposer des parcours encore plus pertinents en face et du coup ajuster des wordings dans ce sens-là. L'amélioration continue, ça consiste à donc analyser des conversations qui n'ont pas abouti et ce pour entraîner l'IA. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait manuellement pour ensuite le réinjecter au sein de l'IA et en fait taguer des raisons de non-compréhension de conversation. Et du coup, pour aller plus loin, on peut, de manière en analysant la sémantique, on peut, par exemple, relever qu'un certain groupe de mots est souvent employé et arrive à peu près au même résultat d'un point de vue parcours. Voilà, c'est des choses grâce auxquelles, l'amélioration continue et l'analyse de conversation peut permettre. Ensuite, le clustering, c'est du principe que voilà, vous avez un tas de conversations qui fait que l'IA et le bot n'a pas compris. En fait, dans cet ensemble de conversations, on va retravailler des groupements de conversations pour les évaluer à quel point l'IA est proche ou pas d'avoir compris la question de l'utilisateur. Et en face, on va créer des parcours qui seront donc un peu plus pertinents. Et on va avoir en fait une assurance un peu plus forte pour les parcours où on est presque sûr d'avoir compris au moins la thématique de l'utilisateur. Là, on peut pousser d'un point de vue design, on peut proposer des fonctionnalités qui vont être pousser un moteur de recherche, pourquoi pas pousser à un endroit très précis d'une fac. Voilà, c'est des choses qui peuvent améliorer la performance d'un bot, d'un callbot. Et je vous en parle parce qu'en fait, en tant que UX writer, c'est des idées infinies à explorer pour proposer des bons wordings et des bons parcours en face. Si vous avez en fait passé un peu de temps à comprendre ces mécanismes de désambiguisation et où est-ce que vous voulez amener votre utilisateur. Pour le contexte de cette mission, donc la mission, elle s'est déroulée pour un des leaders des télécoms. Bon, je pense qu'on ne va pas jouer aux devinettes, mais j'ai cité les références pour lesquelles j'ai travaillé. Et c'est pour la partie pro. Et donc, c'est un contexte B2B. C'est assez important dans la rédaction, c'est pour ça que j'en parle. Moi, j'étais intégrée au sein de l'équipe d'intelligence artificielle avec des data scientists, mais aussi avec des UX, avec des PO, des PM. On travaillait tous ensemble, en fait, à améliorer ce bot au travers de différents sujets plus ou moins innovants. C'est un bot qui s'appuie sur une IA qui a été développée en interne. Moi, ma mission, comme je l'ai senti, c'était que plus j'améliorais le bot et plus, en fait, les équipes et les gens qui travaillent pour cette entreprise pouvaient s'appuyer sur le bot pour éviter des tâches rébarbatives.
L'enjeu était de réduire donc le nombre d'appels entrants pour réaliser des économies aussi. Et j'ai évolué dans cette mission avec un crack, en fait. Le phénomène ChatGPT est apparu en pleine mission. Et ça a été un sacré bouleversement, un sacré challenge à appréhender. Donc voilà, je voulais vous présenter Jingo. Pardon. Alors, je reviens sur ma présentation. Pardon. Hop. Pardon, j'arrête. Hop. Voilà pour la petite présentation de Dingo. Je trouvais que la vidéo était pas mal pour vous permettre de comprendre en fait ce que le bot pouvait permettre et les parcours. Le parcours, par exemple, les plus consultés au sein de Dingo, c'était télécharger mes factures, récupérer un code PUC. C'est tout ce genre de choses qu'on pouvait offrir à nos utilisateurs, du coup, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Pourquoi une touche humaine? J'ai choisi deux références dans le design qui expliquent qu'en fait, les gens, ils traitent leur ordinateur avec les mêmes normes sociales que les êtres humains. On est poli, on s'attend à ce qu'ils nous répondent poliment. Et si le produit il n'est pas conforme à ce qu'on a l'habitude de faire pour converser, eh ben on peut être déçu, voire offensé. Et il y a aussi la citation de Erika Hall que j'aime bien utiliser, c'est qu'on a dépassé le stade de la maîtrise de l'informatique, c'est maintenant à nous, et du coup à nous, designers conversationnels ou UX writer ou UX tout court, de faire en sorte que les systèmes parlent couramment l'humain. Alors, il y a eu plein d'étapes différentes par lesquelles je suis passée et par lesquelles on est passé, tous les gens qui ont travaillé avec moi sur ce sujet. Il y en a 4 que je voulais vous aborder aujourd'hui. Alors, d'une part, c'est la recherche préliminaire. En fait, l'idée, c'est de partir, de commencer par un point de départ, de faire en sorte de partir de l'existant et de récolter toute la matière au sein de la mission, enfin au sein de l'entreprise qui va vous permettre en fait de définir des règles de ton, de voix et de style. Je rentre un peu plus en détail dans la slide suivante. Pour l'étape B, ça a été d'imaginer un persona et un positionnement.
Il fallait construire un persona conversationnel pour le bot, définir ses valeurs, sa personnalité, son identité, sa tonalité, sa voix, son langage, et le positionner face à d'autres bots à travers un benchmark, par exemple. Donc, nous, on est passé par là. Et quand je dis nous, je fais un clin d'œil à Camille Josse qui m'a beaucoup aidé sur cette partie-là et que je remercie. Et ensuite, l'idée, c'est de passer par une étape de se réimprégner de ce que vos utilisateurs, et en particulier la cible B2B aujourd'hui, parce que c'est le contexte de cette mission, à quoi ils s'attendent en fait quand ils utilisent le bot, quels seront les points importants pour eux. Du coup, ça va vous permettre de placer un curseur sur à quel point on donne le droit à Jingo d'être humain. Et du coup, quelles sont les spécificités de la cible B2B versus une cible B2C pour laquelle ce n'est pas la même façon de rédiger. Et enfin, on s'est appuyé sur le test de personnalité, le test de personnalité du MBTI, c'est les 16 personnalités. C'est un ensemble de 4 lettres qui va juger en fait si vous êtes plus ou moins introverti ou extraverti, si vous avez l'habitude de décrire vos situations en vous concentrant sur des détails, ou si, à l'inverse, vous êtes plutôt big picture, à prendre de la hauteur. Ensuite, la 3e lettre, c'est est-ce que vous prenez vos décisions de manière rationnelle ou avec vos émotions? Et la dernière lettre, c'est est-ce que vous êtes à l'aise avec l'imprévu ou à l'inverse, vous préférez que les choses soient planifiées? Pour revenir en détail sur les différentes étapes, comme je vous disais, pour les recherches préliminaires, l'objectif, c'est forcément, en partant de l'existant, vous allez gagner du temps et surtout, vous avez encore plus de chances d'être aligné en concevant des parcours, donc à être aligné l'ADN de la marque, ce que la marque a envie de dire, ce que l'entreprise veut refléter comme valeur, etc. Et là, l'idée, c'est, vous devez les connaître, ou alors on peut en parler là maintenant, mais c'est vraiment de vous appuyer sur tout ce qui est créé comme outil pour vous aider à rédiger, en fait. Ça va être une charte éditoriale, une charte de langage, un manifeste, une présentation PowerPoint de votre entreprise, la vision business aussi, pourquoi pas, le tone of voice, etc. Nous, on s'était même appuyé sur des guides de rédaction pour toutes les personnes qui allaient répondre à des messages entrants aussi. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vous aider à comprendre certaines règles de rédaction qui peuvent parfois même différer pour un bot, mais vous partez de l'existant. En tout cas, nous, moi, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on a voulu construire un persona pour Jingo. Donc, c'est la première étape par laquelle on est passé. C'est la première étape avant de lui construire une personnalité. Et là, on s'est posé des questions sur quelle est sa mission, quelles sont ses valeurs, du coup, pour arriver à quels sont ses traits de personnalité, quelle est son identité, etc., etc. Et enfin, ces éléments-là, on peut s'appuyer dessus pour commencer à construire une tonalité, une voix et enfin une façon de s'exprimer et définir les premiers piliers d'un langage pour le bot. Pour nous aider, on a fait un benchmark en fait. Et là, l'idée, c'est à travers un exemple de question, est-ce qu'on pense que Jingo, il est aussi sarcastique que Siri, par exemple? Ou alors, est-ce qu'il est aussi chaleureux et amical que Weebot? Donc voilà, en fait, on a pris plein de bots différents, on a détecté leur profil MBTI et on a je vais revenir là-dessus après, hein, je vous donne un exemple, mais on a défini des traits de personnalité comme si c'était des êtres humains, en fait. Et aussi,
l'essence même d'un benchmark, c'est de savoir ce que les autres bots font de mieux, savoir à quel point c'est réalisable dans un futur proche ou lointain pour Jingo. Tout ça en étant aligné avec les attentes de nos utilisateurs, donc cette cible B2B qui a des spécificités. Et l'idée, c'est de constamment en fait s'interroger pour jamais s'éloigner de ces attentes-là. Nous, on sait que notre cible B2B, nos utilisateurs, ce qu'ils recherchent, c'est l'efficacité et le gain de temps. Quand ils rentrent en contact avec cette entreprise, c'est ce qu'ils recherchent. Ils n'ont pas le temps, c'est une cible B2B, c'est des gérants d'entreprise, ou alors c'est des responsables de flotte de téléphone pour plusieurs personnes, pour des équipes de 10, 20, 50 personnes. L'idée, c'est de gagner, d'être le plus efficace possible quand on interagit sur récupérer des factures, récupérer un code PUC, etc. Et donc, pourquoi c'est important dans notre manière de rédiger pour des parcours en design conversationnel? C'est important parce que du coup, le small talk, c'est pas ce sur quoi il fallait qu'on dépense trop d'énergie. Et qu'est-ce que ça veut dire le small talk? C'est quand vous allez sur un chatbot et que vous, ou par exemple, vous demandez à Siri comment il va aujourd'hui, ça, c'est du small talk. C'est des sujets légers qui existent et qui ont été prévus par des designers conversationnels, mais qui sont pas l'essence même de l'existence du bot, en fait. Donc, nous, par rapport à notre contexte, ça n'avait aucun sens de passer trop de temps à créer des parcours pour faire du small talk, même si c'est une façon d'humaniser un bot. Donc, c'est un choix. Et après, on y va aussi doucement sur les interjections, les O, les E, les A, etc. Il faut le doser. À l'inverse, peut-être de parcours conversationnels qu'on peut voir dans le B2C. Donc, ce n'est pas une généralité, mais je pense qu'on peut plus s'autoriser une manière de rédiger un peu plus légère, etc. Et je ne l'ai pas écrit là-dessus, mais on est aussi vigilant sur les emojis. Notre cible B2B, elle veut aller droit au but. Donc, il y a certains emojis qui ont du sens. Et ça, c'est notre travail de content designer, hein, de savoir si une image peut refléter une idée de manière plus efficace, en prenant moins de place et en étant plus concise et en évoquant une signification plus rapide dans le cerveau de nos utilisateurs. Il y avait tout un tas d'émojis qu'on pouvait utiliser, qui pouvaient être, par exemple, un emoji facile, c'est le check vert qui dit que quand vous êtes arrivé à une étape, par exemple. Voilà. Mais par contre, il y a certains emojis qui sont très ambigus, qu'on bannit complètement, et d'autres qui sont plus faciles à utiliser dans le contexte B2C, mais qu'on n'utilisait pas, nous, dans le contexte B2B. Tout ce qui peut être lié à des émotions un peu fantaisistes, etc. Voilà, il fallait conserver un ton neutre et professionnel. Donc, on fait attention à ça. Et aussi, on est vigilant sur la promesse qu'on fait à l'utilisateur et vraiment pousser le curseur trop humain dans les wordings, c'est pas non plus quelque chose qui est recommandé. Et ça se travaille, et c'est une question délicate, en fait. Donc ça, c'est le persona qu'on a pu travailler pour Jingo. Donc voilà, ça, c'est un super travail que Camille a fait en regroupant en fait des infos générales, en imaginant des passions et des motivations,
en travaillant sur les intérêts qu'on pouvait imaginer à Jingo et quelques favoris. Ça nous aide en fait à poser en fait une touche humaine à notre bot sur lequel on travaille, et c'était un point, c'était une étape assez importante en fait pour aller vers la suite. Et on est aussi du coup passé par un benchmark où on a étudié différents bots. À voter, c'est un chatbot qui existait ou qui existe peut-être encore sur WhatsApp pour encourager les jeunes à s'inscrire sur des listes électorales et à aller voter. Donc, on déterminait des objectifs, leurs cibles. On y a posé donc une personnalité MBTI, deux personnalités principales en fait. Et ça nous a aidé en fait en testant ces parcours, en se posant toujours les mêmes questions en fonction de cette structure quand on testait ces parcours. Ça nous a permis, nous, de positionner le nôtre. Et du coup, le profil MBTI de Jingo, c'est le ISFJ, donc c'est les 4 lettres que vous voyez là, et c'est le profil du défenseur. C'est la personnalité principale de Jingo. Je reviendrai un peu plus tard sur les différents tons et les autres, entre guillemets, personnalités. Mais on va dire que Jingo, à 80% du temps, il est ISFJ. Donc, il est plutôt introverti, il est concentré sur les détails. Il va prendre ses décisions de manière rationnelle et il va planifier. Il adore aider les autres, il est assez loyal, enfin il est très loyal, il est enthousiaste, il a un esprit d'équipe et il a une imagination et une sensibilité naturelle et il a une passion pour les sujets pratiques. Et donc, la particularité de ce test de personnalité, c'est qu'il vous met en avant des personnalités, des personnalités connues, fictives ou pas, qui ont ce profil MBTI-là. Et c'est en fait ce qui m'a inspiré cet exercice, c'est que les rédacteurs de jeux vidéo ou les rédacteurs ou les scénaristes peuvent en fait s'appuyer sur ce test de personnalité pour créer des personnalités à leur personnage en fait. Et ensuite, pour revenir sur les différents tons, c'est quand j'ai voulu faire l'exercice, en fait, en analysant des conversations, j'ai pu dégager en fait une structure qui revenait presque systématiquement quand les conversations étaient abouties, du moins. C'est introduction, donc toute la phase où on salue et on rentre on se met à utiliser le bot. Ensuite, il y a le moment où l'utilisateur pose la question et là, on y appose le ton recherche en face. Il y a le moment où l'utilisateur expose une limite ou alors que le bot a reconnu une limite et là, c'est le ton amélioration qu'on peut mettre en face. Il y a le moment où l'utilisateur peut remercier parce qu'il a obtenu satisfaction ou réponse à sa question. Et là, c'est le ton enthousiaste qu'on peut mettre en face. Et il y a aussi le moment où l'utilisateur peut émettre de la frustration et pourquoi pas se montrer agressif. Et là, ce serait donc le ton défense qui prendrait le relais. L'exercice, en fait, il peut être amélioré parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai surtout travaillé sur le ton général
à revoir des wordings autour de la personnalité principale de Jingo, mais j'ai commencé à imaginer des profils MBTI pour chaque ton. Il faut que, du coup, l'IA puisse être alignée à ça, mais c'est des travaux que j'ai dû suspendre parce que justement, on n'en était pas encore à fragmenter les conversations pour enclencher différents tons. Donc, le personnage de Sam Gamgee, c'est, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est le personnage préféré de Tolkien. Donc, c'est un personnage dans le Seigneur des Anneaux. Donc, je vais supposer que tout le monde connaît plus ou moins le Seigneur des Anneaux. Et en fait, c'est un personnage qui est capable d'accomplir de grandes choses, mais ne le sait pas encore. Il recherche pas la gloire, mais par contre, c'est le plus fidèle des alliés. Et Sam, il n'a jamais cessé de vouvoyer Frodon comme Jingo avec ses utilisateurs, en fait. Et donc, c'est un personnage qui a le même profil MBTI que Jingo. Et en fait, l'exercice, du coup, a été d'aller récupérer des wordings dans les discours de Sam Gamgee et d'imaginer comment est-ce qu'on allait pouvoir les insérer au sein de nos parcours. Donc, par exemple, ce sera bientôt le printemps. Jingo, en fait, au sein d'un parcours, au sein d'une réclamation, par exemple, il y a Jingo qui va reprendre, qui va s'inspirer de cette phrase-là et qui va annoncer à l'utilisateur pour le rassurer, ce sera bientôt la fin, puisque votre réclamation a bien été prise en charge par nos équipes. Vous avez un autre exemple, il y a du bon dans ce monde. Jingo, il peut le tourner comme il y a du bon dans notre FAQ. Grâce à ce lien, vous pourrez trouver la réponse à votre question. Voilà pour les deux exemples de wording qu'on a travaillé avec cet outil. Et du coup, il y a tout un tas de choses que j'aurais aimé creuser. Il y a des choses que j'ai pu faire, comme tester justement certains avant-après via un web café qui n'est pas vraiment du coup des tests utilisateurs à proprement parler. Donc, c'est pour ça que et puis aussi d'un point de vue confidentiel, j'ai pas choisi aujourd'hui de vous parler de ça. Mais l'idée, c'était de proposer en fait des wordings qui ont été travaillés avant ou après. Et on a pu se rendre compte que dans la plupart du temps, quand les wordings ont été retravaillés pour ajouter une touche humaine, les utilisateurs étaient assez sensibles à partir du moment où on respectait les bonnes pratiques du design conversationnel pour que le texte, par exemple, que le texte ne soit pas trop long, etc. Pour aller plus loin, j'aurais aimé du coup pousser l'exercice et creuser le clustering, comme je vous disais, pour imaginer des parcours automatiques en fonction de différents moments d'une conversation avec un bot. Ce qui reste à faire pour pousser l'outil un peu plus loin, c'est de du coup rédiger d'autres wordings pour les autres tons. Les autres tons et les autres personnalités, sous-personnalités de Jingo. Et du coup, pour évaluer à quel point on a ajouté une touche humaine, ce que j'aurais adoré faire aussi, c'est mesurer en fait toutes ces touches de wording qui ont utilisé le raisonnement de cet outil
à quel point c'est présent ou pas au sein de nos parcours. C'est quelque chose qui pourrait être creusé. Et du coup, je voudrais enchaîner avec un grand merci à toute l'équipe d'Orange, avec les UX Writers que je cite ici, avec qui j'ai beaucoup échangé sur ces problématiques-là. Et voilà, et du coup, je suis ravie de vous avoir présenté ce sujet et j'espère que ça va vous donner des idées. Si jamais vous voulez m'en parler, n'hésitez surtout pas parce que je rêve de faire vivre ce sujet et de l'emmener un petit peu plus loin. Pourquoi pas? Voilà. Merci Julie. On a une première question, mais surtout vraiment, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Question de Jouar, j'espère que je prononce bien ton nom, qui te dit super présentation et pose la question de savoir pourquoi tu n'as pas pu aller plus loin sur ce projet. Ah, c'est pour des questions de... J'ai commencé d'autres missions, en fait, entre-temps. Et après, il a fallu que je fasse des choix. Et donc, du coup, j'ai quitté Orange pour commencer d'autres missions où, en fait, je suis plus sur des problématiques de content system aujourd'hui. On ne s'est pas exclu de retravailler un jour avec Orange, mais j'avais besoin de faire une pause sur ces sujets-là. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Alors visiblement oui. Et si on n'a pas d'autres questions, on peut simplement clore cette soirée. Ok. Pas d'autres questions? Bon, bah écoute. Et quelles sont les parties du projet où tu avais le lead? Demande de nouveau Joa. Eh ben, tout ce qui est conception de parcours. Alors, comment ça se passe? En fait, tu dois avoir, je ne sais pas, je dis au hasard, mais entre 30 et 50 parcours peut-être différents au sein de Jingo. Et toi, en tant que UX en design conversationnel, on te demande de gérer des parcours. Quand tu gères des parcours, du coup, tu as le lead sur l'ensemble de ton parcours d'un point de vue UX. Évidemment, tu interagis avec des PO et des PM pour comprendre à quel point ton bot il peut aller loin dans les fonctionnalités qu'on propose à l'utilisateur. Mais c'est toi qui as le lead sur l'ensemble de la conception du parcours et de toutes les étapes. Et après, sur le sujet que je vous ai présenté, comment créer une personnalité à Jingo, en plus d'un tone of voice, etc., en étant aligné avec un tone of voice, là, c'est vraiment un outil que j'ai créé de A à Z. Et donc, en fait, c'est une proposition. Et donc, en fait, j'avais le lead sur l'ensemble du sujet. Mais c'est là où, du coup, ça a eu ses limites. C'est que quand on travaille dans son coin, entre guillemets, bon, j'avais évidemment la validation de mes managers et de l'ensemble de mes équipes et le reste de mon équipe a toujours été ravi de m'aider et tout ça. Mais du coup, c'est un sujet que je portais un peu à bout de bras au sein de l'organisation. Et à un moment donné, ben voilà, c'est un peu pour ça aussi que j'ai quitté la mission, parce que je sentais que j'étais à la fin de ce que je pouvais faire toute seule. Et c'était pas suffisamment, peut-être, j'en sais rien, mais pas suffisamment mature pour créer toute une équipe pour ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé que je suis allée vers autre chose. Très bien. La question suivante de Charlotte, elle cherche à comprendre comment fonctionnent les clusters et le clustering. Alors, les clusters, en fait, c'est un système de notation que tu vas apposer à une conversation. On va dire que sur
une conversation qui a échoué avec un utilisateur, tu vas lui mettre une note de manière automatique. Donc ça, c'est les data scientists qui vont le faire. Ils vont mettre une note automatique entre 0 et 5, à quel point le bot n'a pas compris la conversation. Ben là, il va plus se rapprocher de 0. Et si à l'inverse, on est sûr d'avoir compris la thématique recherchée par l'utilisateur, on va lui apposer un 5 sur l'échelle de clustering. Et du coup, ça va te permettre de créer des groupes de conversation. Du coup, ces groupes de conversation, tu vas analyser les conversations et tu vas nourrir en fait ton IA pour améliorer ce système de clustering. Et en quoi c'est intéressant pour nous, UX en design conversationnel, c'est qu'on va créer et imaginer des parcours en face. Donc, quand tu es proche de 0 pour un groupe pour un groupe d'utilisateurs qui a vraiment pas ou le bot pardon n'a vraiment pas compris la demande, eh bien dans ce cas-là, tu vas concevoir un wording et un parcours qui dit je n'ai pas du tout compris. Pouvez-vous peut-être tu vas du coup proposer des thématiques globales. À l'inverse, quand tu es proche de 5 et que tu es sûr d'avoir compris la thématique, tu peux proposer 2 articles de FAQ, par exemple, sur la problématique. Donc, proposer des contenus plus ciblés. Est-ce que ça répond à ta question? Super. Voilà, et ben cette fois-ci, je vous souhaite une. Ah, attends. Oui, on a un commentaire de Victor, mais pas de question. Nora, tu pourras regarder le début, on va le mettre en ligne pour les questions que tu avais. Ah, on a des questions, d'autres questions qui arrivent. As-tu pu mener des tests utilisateurs? Et les tests utilisateurs étaient-ils sur des protos ou sur la version en ligne? Alors, on a pu mener un web café, donc c'est pas vraiment un test utilisateur à proprement parler. Mais ce qu'on faisait, le web café, ça avait plusieurs thématiques et c'était sur une semaine où vous avez un panel d'utilisateurs qui ont accepté de répondre à des questions. Et du coup, j'avais conçu un ordre de diffusion de questions où, au départ, l'objectif, c'était de demander des questions très larges sur la façon de s'exprimer de Jingo. Et après, on est arrivé à la fin du tunnel où on demandait de choisir, enfin, de voter pour la version A ou la version B. Et de manière aléatoire, on poussait des wordings qui avaient été retravaillés ou pas en fonction de cet outil. Donc, voilà pour la première partie de la question. Et après, pour la deuxième partie, est-ce que c'était sur des protos ou la version en ligne? Du coup, ce que je t'expliquais dans le web café, c'était plutôt sur des protos. Mais dans la version en ligne, il y a quand même des wordings qui ont été validés, qui étaient en fait où on était tous d'accord pour dire que ça améliorait le ton et la voix et le parcours, enfin le bot en général. Et il y a des wordings aujourd'hui qui existent au sein des différents parcours que Jingo peut proposer. Voilà. Et ben alors, cette fois-ci, c'est bon. Victor, si tu as une question à écrire, tu peux l'écrire dans le chat. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit le. Non, et c'est vraiment plus simple si tu l'écris et qu'on fait le relais pour des questions d'enregistrement vidéo. Bon, alors je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Ah, voilà.
Comment faire pour atteindre le niveau de compréhension de ChatGPT? Alors, je pense, Victor, que ta question, elle dépasse un peu le scope de ce qu'on peut couvrir au sein de cette soirée, puisque tu poses une question qui est vraiment de l'ordre de la programmation, de l'entraînement de l'intelligence, de l'éducation d'une intelligence artificielle, et on va pas, enfin, ça relève pas que du travail des UX writers. Ouais. Ouais. Très bien. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.